commission a un contact avec les agriculteurs, mais également un contact avec une partie de la diaspora, disons, des États-Unis, toujours pour l'agriculture, les mines, mais également, comme vous savez, je suis écrivain essayiste, j'avais également j'ai un projet de publication, et donc on devait préparer le terrain pour ça. Alors, Excellence, on va un tout petit peu parler des élections en République démocratique du Congo, notamment les législatives et la présidentielle. Alors, il y a une certaine presse, je dirais la presse dans l'ensemble, qui pense que pour garantir la sécurité, la stabilité sociale, à votre avis, faut-il un recomptage de voix ou faut-il réorganiser les élections en République démocratique du Congo? J'épouse le point de vue, je souscris en fait à la perception américaine, qui est une perception très pragmatique, qui puise, si vous voulez, assortie de beaucoup de ce qu'on appelle en français la réelle politique ou la real politics. Les Américains sont pragmatiques, moi je suis également pragmatique, dans le sens qu'ils considèrent qu'il y a un arrière-plan, il y a un contexte des difficultés dans lesquelles les élections sont déroulées, il y a eu des dysfonctionnements, il y a eu beaucoup de choses, mais ils considèrent que le Congo doit continuer son bonhomme de chemin et continuer avec l'élan. Et donc, pour eux, ce n'est plus une option. Récompter, refaire, ce n'est plus une option. Le Congo doit aller de l'avant. D'ailleurs, Donald Yamamoto, dans sa présentation à la sous-commission africaine de la grande commission des affaires étrangères du Congrès, a commencé déjà à parler en termes américains, du Congo américain, a commencé à parler en termes de ce qu'il faut, de solutions qu'il faut. Il faut qu'il y ait l'ouverture, il faut qu'il y ait des dialogues, il faut que les forces en présence puissent étudier, explorer les modalités qui vont faire en sorte que le Congo ne rentre pas dans la situation de 93-2003. Pour les Américains, c'est exclu, il faut avancer. Il faut avancer, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il faut une coalition nationale? Eh bien, écoutez, dans les textes, par exemple, dans les textes de Donald Yamamoto, du desk Congo ou Afrique, si vous voulez, de Department of State, pour lui, enfin, c'est en anglais, il parle de inclusiveness. Mais il dit que l'inclusiveness does not necessarily mean a coalition. Ça veut dire quoi exactement? Il parle de l'inclusion dans le sens institutionnel. Ça veut dire que toutes les forces en place doivent opérer dans les institutions pour qu'il y ait dialogue, pour qu'il y ait échange, afin que le Congo puisse aller de l'avant. Parce que dans ce texte-là, dans le speech, dans la présentation de Yamamoto, il ressort très clairement que les Américains continuent à capter, continuent à cerner, à appréhender la position stratégique du Congo et considèrent que toute ébullition au Congo, toute instabilité au Congo va avoir des répercussions sur la région et ils ne peuvent pas accepter cela. Donc il faut aller de l'avant, mais ils insistent sur les dispositions qui méritent d'être prises pour que, par exemple, les élections législatives provinciales puissent se dérouler dans un climat mieux, plus serein. Quel genre de dispositions exactement, par exemple? Par exemple, en ce qui concerne la logistique, il faut que la commission électorale indépendante prenne des dispositions. Il faut qu'également le gouvernement prenne des dispositions. Elle a été assistée par la MONUSCO. Elle a été assistée par la MONUSCO, mais par exemple, les Américains ont souligné le fait que, bon, évidemment, pour eux, c'est un plus pour le Congo. D'abord, le fait que le Congo ait pu, dans une certaine mesure, assumer ou assurer sa souveraineté électorale, dans le sens que les Congo a financé ces élections, les Congo a géré, disons, dans la plus grande partie, ces élections. La MONUSCO, son rôle a été un peu, je ne dirais pas marginal, mais était un peu, si vous voulez, logistique, écoutez, camions, hélicoptères, etc. Mais c'était pas comme en 2006. Et donc, je pense que les Américains commencent à parler plutôt de la phase et des dispositions post-électorales. Pour eux, comme je viens d'expliquer, ils avaient aidé les Congo avec le développement économique, ils ont donné beaucoup d'argent à IDEA, je crois, à beaucoup d'instituts, pour qu'on puisse former des observateurs, etc. Mais en tout cas, les dispositions doivent être prises pour qu'on ne tombe plus dans les dysfonctionnements, les difficultés de la fin passée. Mais ce qui est également remarquable, c'est qu'il souligne la difficulté d'organiser des élections dans un pays comme celui-ci, qui sort de la guerre, sans infrastructure. Évidemment, c'est cité pour la santé, l'éducation, c'est discutable, hein, mais disons à la sous-commission Afrique a été, à mon avis, assorti de beaucoup de pragmatisme. Alors ça, c'est le point de vue d'un homme d'État américain, mais qu'en est-il exactement de la communauté internationale, de l'Amérique, la position de l'Amérique par rapport... La position, c'est pas... Donald Yamamoto parle en tant que
Principal Deputy Assistant de département Afrique. Et donc, il traduit là, si vous voulez, le point de vue, disons, de l'administration américaine. Ce n'est pas un point de vue à lui comme analyste ou quelqu'un qui fait des supputations sur le Congo. C'est un point de vue tout à fait officiel. Mais même quand vous parlez avec les académiciens américains ou les académiciens congolais, il y a de plus en plus de sentiments que l'expérience démocratique doit aller de l'avant. Par exemple, que la majorité doit développer une capacité de décryptage du discours de l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition dit fondamentalement? Qu'est-ce qu'il y a de fondé dans ce que l'opposition dit? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce que l'opposition dit? Mais de l'autre côté également, si vous suivez les analyses des gens qui sont les experts dans la politique africaine aux États-Unis, vous sentez qu'on dit que, par exemple, l'UDPS, qui n'a jusque-là pas d'expérience institutionnelle, parce que l'UDPS n'a jamais opéré dans les institutions, l'UDPS n'a jamais été aux élections, c'est la première fois que l'UDPS participe aux élections, a l'occasion historique d'opérer dans les institutions et de faire preuve de son génie politique dans les institutions en tant qu'opposition, pour faire en sorte qu'on ait un budget qui a des allocations substantielles, que l'UDPS se batte pour des projets de développement, que l'UDPS se batte pour qu'il y ait, si vous voulez, une reconstruction accélérée, etc. Et donc, pour certains académiciens, ils considèrent que pour l'opposition en général et pour l'UDPS en particulier, c'est une opportunité historique pour que l'opposition, notamment l'UDPS, qui est à l'origine du mouvement oppositionnel au Congo, puisse jouer un rôle historique. Je pense que c'est dans cette perception à la fois politique, à la fois diplomatique, à la fois académique, de pragmatisme pour que le Congo aille de l'avant, et en dépit du fait que bon, les élections ont eu des problèmes, pour les Américains c'était des problèmes quand même préoccupants. Je pense qu'on doit saisir cette opportunité pour dire qu'est-ce que nous mettons en place pour ne pas tomber dans les difficultés que nous avons connues. Moi, personnellement, au Kasaï occidental, je ne vais pas en parler ici, mais il y avait également une bonne responsabilité de la part de l'opposition. Donc, l'idée de réorganiser des élections en République démocratique du Congo est loin d'être partagée par la communauté internationale, si je vous comprends bien. C'est plus une option parce que je crois... il devait y avoir cette semaine, je crois, une autre rencontre avec quelques experts de l'Europe. Je pense que notre diplomatie devait faire attention à cela pour des échanges encore sur le Congo. Mais moi, je continue à croire que ces pragmatismes américains, c'est vrai, puisent dans ce qu'eux-mêmes appellent le real politics ou real politic. Mais je pense que en dehors de ces commitments, de cet engagement pour aider le Congo dans le développement économique, pour aider l'armée, pour aider la police, moi je pense plutôt, et c'est ce que j'écris dans les livres, dont d'ailleurs je suis allé chercher les éditeurs, je soutiens que les États-Unis, tout en réalisant la place stratégique du Congo, ce qui ressort d'ailleurs dans les rapports de la CIA, The State of the World in 2025, donc l'état du monde en 2025, mais également un rapport de Stern, Report on Climate Change. Il y a un rapport du gouvernement britannique sur les conséquences sociales et économiques du changement climatique. Par exemple que avec tout ça là, il y aura des holdings d'agriculture, des Indiens, des Chinois, des Américains, des Anglais, qui, au regard de la conséquence de la climatique, de la réduction des terres arables, vont se ruer vers l'Afrique. Et l'Afrique, on sait que le Congo a 80 millions d'hectares des terres arables, et donc le Congo va avoir un rôle stratégique. Moi, ce que je déplore, et dans les échanges, c'est que la politique américaine n'est pas en phase. Et c'est peut-être une contradiction, une tension, la politique américaine n'est pas en phase avec leur perception de la place stratégique du Congo. Et donc il faut amener la politique étrangère américaine vis-à-vis du Congo, l'accorder avec la perception qu'ils ont de la place stratégique du Congo. Les perspectives diplomatiques, par exemple, en rapport avec la République démocratique du Congo à l'étranger, comment la voyez-vous exactement? Disons que nous avons perdu quelques plumes. Vous l'avouez? Oui, nous avons perdu quelques plumes par rapport à tout ce qui s'est passé aux élections, mais cela n'a pas remis en question les regards stratégiques, les regards, si vous voulez, géopolitiques que le monde a vis-à-vis du Congo. Mais en tant plutôt de Congolais, qu'ils puissent, je veux dire, décrypter, discerner, élucider, faire preuve d'une conscience plus tangible, plus palpable, justement, de cette place stratégique de l'importance. Les autorités ont toujours dit que la République démocratique du Congo a fait un retour
sur la scène internationale. Vous y mettez un peu de doute. Hein. Oui, c'est vrai, mais pas avec... ce n'est pas de manière très saillante, parce que j'ai l'impression que, quand vous lisez par exemple le Washington Post ou les New York Times, etc., vous ne voyez pas des grandes analyses sur le Congo. Quand vous allez, par exemple, le search engine de CNN ou de BBC, vous ne voyez pas de grandes analyses sur le Congo. C'est nous-mêmes qui devons sculpter cette image du Congo ayant une place extrêmement importante sur le plan de géostratégie. C'est nous qui devons structurer cette image et en quelque sorte la vendre, persuader les décideurs, persuader les investisseurs pour qu'ils puissent venir chez nous. C'est pas en raison d'une ligne éditoriale des maisons de presse? C'est plutôt, je pense, il y a un déficit de proactivité communicationnelle sur le plan international. Vous savez, les médias qui ont, disons, qui ont de la place, qui en fait dessinent les discours, tous les discours sur le plan international, c'est les médias anglophones. Et là, nous sommes quelque peu absents. Nous n'avons pas des gens en relation, par exemple, avec New York Times, avec le Washington Post, avec CNN, etc., pour pouvoir donner une certaine image du Congo. Pourtant, nous avons fait, et ils reconnaissent, nous avons fait quelques progrès sur le plan macroéconomique, même sur le plan du retour au Congo des grands investisseurs. Dodge, avec Tenke Fungurume, c'est un énorme investisseur qui a maintenant de l'impact au Katanga. Ça ne suffit pas, vu l'étendue de la République démocratique. Ça ne suffit pas, justement, ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, Yamamoto l'a dit, que bon, on peut dire que le gouvernement congolais a fait quelques progrès, mais par rapport aux dégâts, je veux dire, à la sédimentation destructive accumulée pendant les premières 5 années de sécession, 32 ans de dictature, avec les guerres, les gens n'ont aucune idée, n'ont aucune conscience du niveau de la dévastation. Et donc, l'État, encore que notre État, maintenant, aujourd'hui, Dieu merci, il y a eu une amélioration très significative, et j'en suis très flatté, très content, dans les discours académiques, même au niveau d'Harvard, parce que le Congo, avant, a été considéré sur le plan conceptuel comme un failed state, un État en faillite. Maintenant, depuis 2001, depuis que Joseph Kabila est au pouvoir, les efforts ont été réalisés avec la Banque mondiale, etc. On parle maintenant comme un weak state. Et un État qui est faible, qui puisse reconstruire un pays aussi grand que les États-Unis à l'est du Mississippi. Ce qui en est le cas avec les autorités, l'engagement des autorités, d'après vous? Oui, je pense que les autorités font ce qu'elles peuvent faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être mieux faites, hein, mais qui peuvent être réalisées. Mais je pense que le plus grand défi, c'est le niveau de la destruction. C'est un pays qui a été détruit, 5 ans de sécession, 32 ans de dictature, 10 ans de guerre dévastatrice, et puis avec un État faible, avec des très faibles capacités. D'ailleurs, Yamamoto, dans son introduction, disons à la sous-commission Afrique de la Commission des Affaires étrangères du Congo américain, a commencé par donner à ce background, que c'est un État vraiment qui a des capacités très limitées, la destruction, les infrastructures, etc., pour dire que ça n'a pas été facile. Évidemment, c'est quelque chose que l'on décrypte, c'est pas dit de manière explicite, mais c'est pour expliquer aux membres de la Commission la difficulté d'organiser des élections dans un tel pays et d'en organiser le deuxième. Et c'est pour donner, disons, une idée plus ou moins exacte de ce qu'il y a comme difficulté. Et donc, toutes ces difficultés, tout ce que l'État peut entreprendre aujourd'hui, on a l'impression que, même le chef d'État l'a reconnu, on a l'impression que c'est pas suffisant. C'est parce que, bon, la dévastation est tellement grande. Alors, monsieur le gouverneur, comment les élections se sont passées, les élections législatives plutôt, se sont passées dans votre province, surtout lorsque l'on sait que la République démocratique du Congo est un pays qui sort de la guerre? Non, mais disons que, moi je pense que, malheureusement, on ne semble pas accorder beaucoup d'attention à cette dimension-là. Mais je pense que le chef de l'État en a un peu parlé lors de son discours inaugural. Il a dit que, son discours d'investiture, j'ai dit parler en anglais, son discours inaugural. Mais je pense que la plus grande dévastation, c'est sur le plan identitaire, sur le plan mental, sur le plan psychologique. Voyez-vous. Et donc, ça fait en sorte que
au Kasaï occidental et au Kasaï de manière générale. Là, vous parlez des électeurs. Des électeurs, je parle des électeurs et des politiciens en général. Parce que, à mon avis, les politiciens sont le reflet d'une société, de mentalité dominante dans une société. Parce que les politiciens, ça sort pas de l'eau, ça tombe pas des arbres. Encore que ça tombait des arbres, ça aurait peut-être une saveur un peu plus onctueuse. Mais c'est des gens qui sortent de la société, qui portent les